Bonjour, je suis très heureux d'inaugurer aujourd'hui cette série d'émissions sur le sionisme. Je voudrais le faire d'une manière un petit peu originale. En général, lorsqu'on lit des ouvrages sur le sionisme, on a le droit à un découpage historique, à une périodisation. On va parler des premiers sionistes, de Herzl, des différents courants sionistes, et en général, on s'arrête avec la création de l'État d'Israël. Je voudrais proposer aujourd'hui un autre découpage, une autre manière d'aborder ce sujet passionnant. Je voudrais finalement réfléchir sur le projet sioniste comme un projet à 5 volets, à 5 dossiers. Le premier, c'est le volet territorial. Il n'y a pas de sionisme sans l'idée d'un territoire pour les Juifs. Le deuxième volet, il n'y a pas de sionisme sans nation juive. Le troisième volet que nous aborderons tourne autour du politique. Il n'y a pas de sionisme sans la construction d'un État qui va s'appeler à partir de 1948 l'État d'Israël. Enfin, il n'y a pas de sionisme sans un projet linguistique et culturel et qui est lié à la renaissance éclatante de l'hébreu. L'hébreu comme langue moderne, comme langue quotidienne, comme langue maternelle. Et enfin, le dernier volet est un volet humanitaire. Il n'y a pas de sionisme sans le rassemblement des exilés, sans le rassemblement des enfants de la diaspora vers l'État d'Israël. Voilà les 5 dimensions sans lesquelles il n'y a pas de sionisme. Alors à partir de là, il peut y avoir différentes versions, mais ces différentes versions touchent toutes au territoire, à la nation, à l'État, à la culture et à la langue, et à ce projet de rassemblement des exilés. Voilà le cadre. Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur quelques éléments fondamentaux, et à commencer par le nom, sionisme. Et je trouve que dans le nom même qui a été donné, et je préciserai qu'il a été donné en 1890, par un sioniste de l'époque qui s'appelait Nathan Birnbaum et qui a forgé le mot en allemand sionismus. Et pourquoi je voudrais commencer par une réflexion sur le mot même de sionisme? Parce qu'il me paraît refléter, je dirais, cet alliage très particulier qui est à l'œuvre dans le sionisme entre ce qu'on dirait facilement et clairement l'ancien et le nouveau. Pourquoi? Parce que dans sionisme, vous avez très clairement ce préfixe de Sion, et Sion est une référence géographique et culturelle, je le rappelle, dans la littérature biblique. Sion, c'est le nom de Jérusalem lorsqu'on le considère de l'extérieur. Et n'oublions pas de ce point de vue-là que le sionisme est une idée qui est née en diaspora. Elle n'est pas née dans le Yishuv, dans la communauté juive de Palestine. Elle est née en diaspora, d'où le nom de Sion, donc une référence à cette antiquité-là du rapport des Juifs à cette terre. Et puis le suffixe, isme, et on sait bien que c'est le suffixe par excellence de la modernité, avec et notamment les idéologies politiques. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, le sionisme, c'est l'alliance en un seul terme d'une référence ancienne et d'une référence nouvelle, d'une référence à un lieu et d'une référence à quelque chose qui est de l'ordre de l'idée et du politique. Et je dirais que cela concentre en un seul mot toutes les tensions, toutes les contradictions, tous les paradoxes, toutes les nuances que l'on va trouver derrière tous ceux qui se sont réclamés dans le passé, dans le présent et dans le futur de ce mot auberge judéo-espagnol, si vous voulez, qu'est le sionisme. Alors, il faut bien comprendre, le sionisme émerge comme solution politique à la question juive, mais ce n'est pas la première solution qui apparaît. Il y en a 2 autres, et le sionisme s'inscrit dans ce terrain-là déjà balisé par 2 autres solutions politiques à la question juive qui vont être embrassées par l'ensemble des juifs, tant en Europe centrale et orientale qu'en Europe occidentale. Et c'est d'une part l'émancipation. L'émancipation est la première solution politique à s'être proposée au bon vouloir des Juifs. Ça commence en 1791 avec l'émancipation des Juifs. Et c'est l'idée que les Juifs sont des citoyens des pays dans lesquels ils vivent, remplissent leurs devoirs religieux comme ils l'entendent, mais comme une affaire qui relève de la conscience privée, mais n'existent pas comme entité collective. Je fais référence à la fameuse phrase de Clermont-Tonnerre lors des débats sur l'émancipation à l'Assemblée nationale. Tous les droits aux Juifs comme individus, aucun droit aux Juifs comme nation. Comme nation, c'est-à-dire comme collectivité.
excepté l'idée de communauté religieuse, où là, bien entendu, selon les principes de la tolérance, ils peuvent continuer d'exister comme communauté confessionnelle. Ça, c'est la première solution politique qui s'ouvre aux Juifs. La deuxième solution politique qui s'ouvre pour les Juifs, c'est la révolution. Et c'est notamment le cas en Russie tsariste, où on estime que après les persécutions, après les pogroms des années 1880, mais qui continuent également par la suite, après les mesures vexatoires et discriminatoires contre les Juifs, c'est pas émigrer qu'il faut faire, comme le font beaucoup de Juifs, près de 2-3 millions de Juifs le font à cette époque. Ce qu'il faut, c'est rester en Russie et adhérer au programme de la révolution socialiste. Alors, les Juifs vont se retrouver dans toutes les courants de cette révolution. Vous allez trouver des Juifs parmi les anarchistes, parmi les trotskistes, parmi les léninistes, les communistes, les socialistes, de la SPD en Allemagne à Léon Blum en France. Voilà la deuxième solution, l'idée d'adhérer à un programme qui est révolutionnaire, qui par la question sociale va résoudre la question juive. Et le sionisme s'intègre comme troisième idée pour dire il y a peut-être une autre solution, et cette autre solution, c'est le regroupement des Juifs en terre d'Israël et la création d'un État. À côté de ces trois solutions, vous avez bien entendu le bloc massif encore à cette époque-là de ceux qui pensent que les Juifs doivent rester dans un strict respect de la tradition, et cette tradition implique d'attendre que Dieu intervienne pour résoudre en quelque sorte la question juive par le messianisme. Alors, nous distinguons en général, avant de parler du sionisme proprement dit, nous évoquons en général ce que l'on appelle les proto-sionismes. Alors c'est un mot un petit peu barbare, mais pour dire tout simplement ceux qui étaient sionistes, mais avant que le mot existe, avant que le mouvement soit constitué, comment des premiers auteurs ont pensé quelque chose qui était finalement tout à fait semblable, pour pas dire similaire et identique à ce que le sionisme tel qu'on l'entend aujourd'hui. Et nous avons effectivement tout au long du XIXe siècle, des personnalités plus ou moins connues, plus ou moins méconnues, qui ont publié, dans le contexte du XIXe siècle, des écrits qui, grosso modo, appelaient à la renaissance et au rassemblement des Juifs sur la terre d'Israël. Je prendrai quelques exemples, on ne pourra pas les citer tous, mais par exemple, Moses Hess, en 1862, écrit un livre qui s'appelle « Rome et Jérusalem », parce qu'il est convaincu qu'après la Renaissance italienne, eh bien, la Renaissance de Rome, eh bien, le temps est venu de la Renaissance de Jérusalem. Mais voyez, c'est pas un écrit politique, c'est un roman par correspondance, c'est un échange de lettres, mais où, encore une fois, cette idée que les Juifs doivent revenir en terre d'Israël est clairement affirmée. Seulement, à cette époque-là, au milieu du XIXe siècle, le monde juif, surtout en Europe, est, je dirais, dans une épopée absolument extraordinaire, qui est celle de l'émancipation. Grosso modo, depuis 1791, depuis l'émancipation des Juifs, eh bien, tous les pays d'Europe occidentale, centrale et orientale, à l'exception de la Russie, vont accorder l'émancipation aux Juifs. Et donc, quand quelqu'un, comme Moses Hess aussi, réputé soit-il, écrit Rome et Jérusalem, ça tombe dans l'oreille d'un sourd. Je veux dire, ça ne suscite aucun écho particulier, parce que l'époque ne s'y prête pas. Mais en revanche, quand au début des années 80 du 19e siècle, commence à surgir en Europe centrale et orientale, mais également en Europe occidentale, ce mouvement qu'on va caractériser là aussi par un mot nouveau, qui est celui d'antisémitisme, eh bien, cette ère radieuse, ce paradigme heureux des Juifs qui, enfin, après des siècles de persécution ou de marginalisation, vont trouver enfin leur place dans la société, eh bien, quand on est dans ce tournant de l'histoire avec le surgissement de cet antisémitisme qui n'est plus l'antijudaïsme traditionnel, même s'il s'appuie en partie sur lui, eh bien, du coup, des personnalités qui vont aller également de cette idée qu'il faudrait recréer une patrie pour les Juifs, eh bien là, ça va trouver un écho. Et cet écho-là, le premier déjà plus significatif, va être donné par Léon Pinsker en 1882 avec un opuscule, un petit ouvrage qui s'appelle Auto-émancipation. Et il va être le premier à dire il faut rassembler les Juifs. Mais vous allez, pourquoi on parle de proto-sionisme ? Parce qu'il ne dit pas encore que ça doit être en terre d'Israël. Il dit si elle est disponible, tant mieux, mais si elle ne l'est pas, tant pis, il faut que les Juifs aient une patrie. Parmi
les tendances de ce proto-sionisme, il faut également signaler l'apparition de rabbins, notamment le rabbin Alcalay et le rabbin Kalischer, qui eux aussi font des contes messianiques et considèrent que le temps est venu pour ce rassemblement des Juifs sur la terre d'Israël. Ils ne parlent pas d'État, mais ils ont cette conviction que l'heure est propice à une transformation de la condition juive à la lumière de la tradition. Et ça, c'est très important parce que la réaction de beaucoup de religieux à cette époque-là sera plutôt réservée, pour pas dire hostile. Eh bien, ce sont eux aussi les premiers, dans leur contexte, à avoir conçu qu'on peut concilier ce rassemblement des Juifs en terre d'Israël avec le respect infini dû à la tradition juive. Voilà ce qui se passe dans cette période-là de la deuxième moitié du XIXe siècle, et tout ceci va aboutir au milieu des années 90 avec l'apparition, le surgissement de Theodor Herzl. Theodor Herzl qui est un juriste, mais qui est surtout connu comme dramaturge et feuilletoniste à Vienne, et qui est correspondant d'un quotidien viennois à Paris, et va assister à l'affaire Dreyfus. Alors, il a quitté Vienne parce qu'on a procédé à des élections municipales pour la première fois dans l'histoire de l'Empire austro-hongrois, et que le premier maire qui gagne les élections de Vienne est un antisémite. Et Herzl dit, il y a quelque chose qui ne va pas. À Vienne, c'est un maire antisémite qui a été élu. Il va à Paris pensant en allant dans la patrie de l'émancipation, au moins cette question-là ne se pose plus, et il va découvrir avec l'affaire Dreyfus qu'elle se pose, et il va écrire l'État des Juifs, je dirais, qui est au sionisme que le manifeste du Parti communiste de Karl Marx et d'Engels est au communisme, donc un petit livre dans lequel il va dresser le plan, comment on va aboutir à cet État, pourquoi l'État, un État pour les Juifs est une nécessité objective, c'est pas simplement un désir culturel ou religieux, c'est une nécessité politique objective, et surtout comment procéder pour y arriver. Et dernière idée que je voudrais ici exposer, quand Herzl va publier son livre, eh bien là il va susciter de l'écho. Un peu partout, alors pas majoritaire, c'est pas tous les Juifs qui disent « Ah, le livre qu'on attendait », mais il se rend compte que ça suscite de l'intérêt un peu partout dans le monde juif, et donc il décide, parce que c'est un homme de théâtre, de rassembler le premier parlement juif, je dirais, de l'histoire moderne. On va appeler ça le premier congrès sioniste, où vont venir des délégations venues de nombreux pays d'Europe, mais également d'Algérie, mais également des États-Unis, pour comprendre un petit peu qu'est-ce qui se cache derrière cette idée d'un État des Juifs. Et c'est comme ça que va être lancé ce premier mouvement politique, le mouvement sioniste, l'organisation sioniste, qui s'appellera par la suite l'Organisation sioniste mondiale.